Bonsoir, nous sommes le mardi 19 janvier. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 7-8 Le Journal. On commence tout de suite avec les titres de cette édition. Les départements de France, et notamment ceux de la Grande Couronne, tirent la sonnette d'alarme. En cause, un budget impacté par les diminutions des dotations de l'État. Dans les Yvelines, la baisse frôle les 132 millions d'euros. L'écrivain Michel Tournier s'est éteint à 91 ans. L'homme de lettres s'était installé à Choiseul en 1957. Nous l'avions rencontré en 2001. Nous lui rendrons hommage dans cette édition. Et enfin, le petit robot Philae qui s'était posé sur la comète Tchouri ne donne plus signe de vie. La mission Rosetta peut-elle quand même être qualifiée de succès? Nous y reviendrons avec Cyril Sopa, chercheur à l'OVSQ, invité de ce journal. Et dans l'actualité de ce mardi 19 janvier, la disparition à 91 ans de l'écrivain Michel Tournier. Il s'est éteint hier à son domicile, un ancien presbytère à Choiseul dans les Yvelines où il s'était installé en 1957. Le département qu'il connaissait bien pour avoir fait ses études au collège Saint-Hérambert de Saint-Germain-en-Laye. En 1941, il avait quitté la maison familiale occupée par l'armée allemande. Michel Tournier avait reçu en 2001 les équipes de TV Fil 78 alors qu'il préparait la publication d'un nouvel essai, journal Extime. Prix Goncourt en 1970 pour Le Roi des Aulnes. Il écrivait également pour la jeunesse avec des œuvres comme Vendredi ou Les Limbes du Pacifique ou encore Vendredi ou La vie sauvage. Les deux œuvres inspirées du livre de Robinson Crusoe ont marqué plusieurs générations d'écoliers. Regardez. On est chez moi parce que j'habite le presbytère de Choiseul depuis 45 ans. J'y ai écrit tout ce que j'ai publié et c'est devenu une partie de moi-même, cette maison. On se rend compte que vous faites partie du patrimoine maintenant. Mais j'espère, enfin pas trop parce que ça a un côté un petit peu funèbre de faire partie d'un patrimoine vivant. Oui, c'est ça, provisoirement. Est-ce que vous imaginez qu'un jour, votre maison pourrait être le lieu d'un culte, d'un pèlerinage? J'espère que non, mais si c'était le cas, eh bien, c'est pas grave. De toute façon, un presbytère est une maison très honorable et je l'ai laissé, je n'y ai pas touché. Je l'ai laissé tel quel. Et François Hollande a publié un communiqué dans lequel il loue l'immense talent d'un grand écrivain. Le chef de l'État a ajouté « Michel Tournier était un grand écrivain, un écrivain européen dont l'œuvre a traversé le XXe siècle et marqué l'histoire de la littérature ». Nous reviendrons sur sa disparition mercredi dans le magazine culturel Kiosque et vendredi dans l'édition du journal de fin de semaine. Vous pourrez redécouvrir l'intégralité de l'interview qu'il nous avait accordée en 2001. La ville de Montigny-le-Bretonneux est une des premières communes des Yvelines à s'être équipée de caméras. Aujourd'hui, elle continue sa politique d'extension de son maillage de vidéosurveillance. Reliées directement au centre de sécurité urbaine, ces caméras permettent aux policiers municipaux d'agir rapidement et aux Unimontains d'être rassurés. On les remarque à peine, pourtant elles se multiplient à Montigny-le-Bretonneux. Ça rassure, ouais. À condition bien sûr de savoir aussi que pour les gens, les prévenir, qui seront filmés. Moi, ça ne me dérange pas. À un moment où on n'a rien à se reprocher, il n'y a aucun souci. Ça permet quand même de contrôler des situations dans des coins peut-être fragiles, qui peuvent poser problème. En décembre, une nouvelle caméra a été installée près de la gare. En moyenne, chaque année, 2 caméras sont installées dans la commune dont la politique de surveillance remonte au début des années 2000. Nous avons refait, il y a 1 an ou 2 maintenant, notre centre de supervision urbaine. Et puis, nous rajoutons des caméras et nous changeons aussi certaines caméras avec maintenant tout ce qui se fait de mieux dans les nouvelles techniques. Caméras infrarouges, très haute définition ou encore 360 degrés, la commune pionnière en la matière recense 62 caméras à l'extérieur et aux abords de ses équipements. Là, on est aussi en train de réfléchir sur implanter une caméra mobile. C'est-à-dire qu'il se peut qu'à un moment donné, sur un quartier, des faits nous sont signalés et à partir du moment où on pourra installer une caméra mobile, ça va nous permettre pendant 4, 5 mois, 6 mois de surveiller plus particulièrement un quartier. Une politique de surveillance qui a un coût. Installer une caméra coûte entre 15 000 et 20 000 euros à la commune. En 2015, à Montigny-le-Bretonneux, 165 faits délictuels ont été constatés par ces caméras.
Il est question à présent de politique avec vous, Wilfried, bonsoir. Bonsoir Florane, de politique et de finances. Les départements sont dans le rouge. Une dizaine d'entre eux annoncent être au bord du gouffre. En cause, la diminution des dotations de l'État. L'État veut obliger les collectivités à faire des économies, mais pour continuer à investir et surtout à verser les prestations sociales, il n'y a pas beaucoup de solutions qui s'offrent aux élus locaux. La baisse des dotations pour les Yvelines représente tout de même 132 millions d'euros. Cela signifie donc une hausse d'impôts. Un exemple, toujours dans les Yvelines, les contribuables propriétaires vont devoir payer 125 € de plus sur leur taxe foncière. Pierre Bédier, que vous voyez à l'image, le président du département des Yvelines, et ses homologues de Seine-et-Marne, de l'Essonne, du Val d'Oise se sont réunis au sein d'une association Grande Couronne Capitale et ils viennent de donner une conférence de presse commune avec un seul mot d'ordre, dénoncer, on les écoute, un Waterloo social. Lorsqu'on est face à ces difficultés, la solution de facilité, notamment dans mon département, aurait été de placer l'Essonne sous faillite. Ça signifiait pour les contribuables une augmentation des impôts de 70%. Nous nous sommes refusés à cette solution qui n'en était pas une et nous avons pris des décisions courageuses qui concernent d'abord des mesures d'économie. Et tous les départements prennent des mesures d'économie qui sont difficiles pour tous mes collègues. Mais malheureusement, ces mesures d'économie ne suffisent pas et nous devons faire appel aux contribuables. On n'a pas de trésor caché. On n'a pas de compte dans les paradis fiscaux qu'on rapatrierait en France. Donc nous sommes obligés, malheureusement, d'aller prendre l'argent là où il est, c'est-à-dire dans les poches des contribuables. Alors, ce qui complique les finances des départements, c'est l'augmentation du nombre de bénéficiaires des aides sociales. RSA, aide à l'autonomie, les départements reversent ces prestations sociales et au regard de la situation économique actuelle, avec un chômage qui progresse, les demandes sont forcément en hausse. Moins d'argent dans les caisses, plus de dépenses. Les départements de la Grande Couronne envisagent de mutualiser pour réduire leurs frais. On précise tout de même que les Yvelines ont déjà réalisé pour 2016 25 millions d'économies. Si tous les départements de la Grande Couronne sont dans cette situation, c'est probablement qu'il y a une explication unique. Si tous les départements de France, à travers l'association des départements de France dans laquelle nous nous trouvons, sont dans une situation difficile, ça n'est pas simplement à cause de leurs présidents de conseils départementaux. C'est bien parce que le gouvernement socialiste est dans l'absurdité totale. Mais je tiens à le dire avec force par votre intermédiaire, si demain, le gouvernement socialiste redevient raisonnable et nous rend cet argent immédiatement. Nous le rendrons aux Yvelinois. Nous n'en avons pas besoin pour nous, nous en avons besoin pour maintenir le niveau des prestations sociales que l'État nous demande de faire en son nom. Et on se souvient aussi que le département des Yvelines envisage très sérieusement une fusion avec les Hauts-de-Seine, toujours pour mutualiser les moyens. Alors ce qu'on entend souvent, c'est le mot faillite. On l'a entendu tout à l'heure pour l'Essonne. Est-ce que c'est réellement possible? Pas de faillite pour un département, mais une mise sous tutelle de l'État. C'est une décision extrême. Et ensuite, le préfet a tous les moyens pour imposer les mesures qu'il juge nécessaires pour redresser les comptes. Mais avant d'imaginer une telle situation, et même si les difficultés sont réelles, n'oublions pas non plus que 2016 est une année tremplin avant les échéances électorales de 2017. Et les départements de droite, comme les régions, et c'est le cas en Ile-de-France, ont tout intérêt à critiquer ce gouvernement socialiste de manière caricaturale. On pourrait dire qu'accuser le gouvernement de la hausse des impôts, ça ne peut qu'aider à gagner quelques points dans les sondages. Merci Wilfried, on vous retrouve vendredi pour le journal de la semaine dès 18h. Et on continue politique avec les vœux des élus qui se poursuivent tout au long de ce mois de janvier. Vendredi dernier, c'était au tour du maire Les Républicains de Maurepas de s'adresser aux personnalités et habitants de sa commune. C'était sa première cérémonie depuis son arrivée à la tête de la commune en raison des attentats de janvier dernier. L'événement avait été annulé. C'est donc avec une certaine émotion qu'il s'est exprimé avec à ses côtés le responsable de la nouvelle agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, mais aussi le député de la circonscription et candidat à la primaire à droite pour 2017, Jean-Frédéric Poisson. Parmi les annonces, on retiendra l'annonce de la création d'un nouvel écoquartier, d'un pôle culturel ou encore les rénovations qui vont se poursuivre dans les écoles. Le maire a aussi profité de la cérémonie pour maintenir la pression sur l'agglomération quant à la réalisation d'une nouvelle piscine dans les prochaines années. Je l'ai annoncé, nous allons reconstruire une nouvelle piscine puisque l'étude de faisabilité nous a bien indiqué que ça coûtait aussi cher de réhabiliter que de construire un équipement tout neuf. Donc je prends mes responsabilités, je suis garant de l'argent public et donc nous partirons sur un équipement tout neuf avec les dernières technologies. C'est un projet quand même ambitieux qui va coûter plusieurs millions d'euros. Il ne faut pas se tromper, il faut aller avec tout le recul possible, d'analyser les pour et les contre sur le montage financier, puis ensuite on démarrera les appels d'offres pour commencer les travaux. Et le maire a aussi annoncé le lancement d'une nouvelle étape dans son projet de démocratie participative. Écoutez.
C'est une première dans les Yvelines. Nous allons lancer le premier budget participatif citoyen auprès de tous les Morpasiens. Donc nous allons flécher au budget d'investissement 2016 une enveloppe de 150 000 €. Les Morpasiens pourront déposer un projet qu'ils souhaitent voir naître sur Morpas. Il y aura une sélection après par un jury. Et ensuite, ce sera soumis au vote des Morpasiens. Et le projet ou les projets retenus dans l'enveloppe de 150 000 € seront réalisés sur la ville. Et vendredi soir avait également lieu la cérémonie des vœux de 2016 de la Verrière, une cérémonie de vœux citoyens préparée par les habitants où chacun prenait la parole. Une année placée sous le signe de la fraternité et de la résistance. Durant cette soirée, Alain Hajaj, le maire de la ville, a annoncé aux habitants qu'il décidait de renvoyer au président de la République sa médaille de chevalier de l'Ordre du Mérite qu'il avait reçue 15 ans plus tôt. Un geste symbolique pour exprimer son mécontentement face à la politique du gouvernement actuel. Et une dernière information, la ville de Bois d'Arcy lance son application. C'est la nouveauté de ce début d'année 2016. L'application mobile est gratuite et permet de rester informé sur l'actualité de la ville, les événements, les agendas ou encore les travaux. Elle permet également de signaler n'importe quel problème dans la commune, comme par exemple un défaut de la chaussée. Elle est disponible sur Google Play et Apple Store. Et Cyril Sopa, chercheur à l'OVSQ, est avec nous en plateau. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons parler donc de Philae avec vous, la mission Rosetta, donc avec la sonde de Philae, le petit robot laboratoire qui s'est posé sur la comète Chury. Vous avez donc travaillé sur ce projet. Aujourd'hui, nous n'avons plus de nouvelles. Que pouvez-vous nous dire à propos justement de cette mission ? Eh bien, d'abord, c'est une mission très originale de l'Agence spatiale européenne, puisque c'est la première à avoir mis en orbite autour d'une comète un satellite et à avoir transporté un petit module qui s'est posé, qui s'appelle Philae. Et donc, c'est une première donc, technologique, et c'est la première fois qu'on allait voir aussi près la surface d'une comète, qui sont des objets fascinants, puisque ce sont des reliques du système solaire très ancien. Et donc, aller étudier ces objets, comme les astéroïdes, et finalement étudier les reliques de notre système solaire qui s'est créé il y a 4 milliards d'années environ. Donc c'est très intéressant. Donc au-delà du défi technologique, on a eu un grand succès scientifique grâce à cette sonde spatiale. Donc même si nous n'avons plus de nouvelles de la sonde Philae, ça reste une réussite pour vous. Voilà, donc malheureusement, aujourd'hui, il y a très très peu d'espoir de reprendre contact avec la sonde pour des questions d'énergie et de communication, si vous voulez, avec le satellite. Parce qu'elle s'est posée sur un côté qui n'était pas... Voilà, alors il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Il y a la température de la comète qui se refroidit et qui n'est pas propice finalement à une conservation de l'énergie. Il y a l'ensoleillement des panneaux solaires qui alimentent la batterie, qui n'est pas non plus très bonne. Et si vous voulez, le champ de vision des antennes est sûrement obscurci par le fait que la sonde s'est couchée sur le côté, alors qu'elle était censée évidemment se poser sur ses pieds. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a perdu tout contact et on pense qu'on n'arrivera plus à prendre contact avec elle. Mais néanmoins, toutes les mesures qui ont été faites à l'atterrissage le 12 novembre 2014 ont été publiées aujourd'hui dans des journaux scientifiques et nous ont apporté des informations très intéressantes auxquelles on n'a pas accès depuis l'orbite de la comète. Alors justement, à quoi va vous servir ces informations sur la comète ? Il va y avoir d'autres projets après ? Eh bien, on a appris énormément de choses qu'on ne savait pas avant, notamment la composition de surface de la comète, sa structure et sa densité. Et donc, ça ouvre des perspectives quant à l'élaboration de nouvelles missions qui doivent aller investiguer de manière plus amplifiée le noyau cométaire. Et donc, il y a des projets aujourd'hui qui commencent déjà à être établis afin d'envoyer des missions vers des comètes dans les décades qui viennent. La sonde a découvert des molécules, c'est ça, sur Philae, sur la comète ? Oui, donc il y a 2 instruments qui étaient chargés d'analyser la composition chimique du noyau cométaire, dont une expérience développée à l'Observatoire de Versailles-Saint-Quentin en partie. Et donc, parmi les ingrédients qu'on a réussi à analyser dans ces grains, on a trouvé des molécules organiques qui sont très intéressantes pour la formation du vivant. Et on imagine que les comètes ont pu apporter une partie des ingrédients sur la Terre primitive, là où la chimie a pu générer la vie telle qu'on la connaît de manière primitive sous forme de bactéries et qui a donné lieu aux organismes vivants qu'on connaît aujourd'hui, dont nous. Donc, finalement, les comètes peuvent être un peu nos parents très très lointains. Votre mission aujourd'hui se termine sur Rosetta. Vous allez continuer. Comment ça va se passer un peu pour la suite ? Quelle était également votre mission ? Qu'est-ce que vous faisiez pratiquement, enfin si on peut parler de façon un peu vulgarisée ? D'accord. Et disons que j'ai eu la chance d'arriver en cours de ma thèse de doctorat sur ce projet, donc ça fait très longtemps maintenant, vers les années 2000. Et donc j'ai développé une partie de l'instrument qui a détecté ces molécules chimiques. Et donc après, ma mission, ça a été d'interpréter les mesures. Alors aujourd'hui, malheureusement, pour cet instrument, on travaille encore à des expériences de laboratoire pour essayer d'interpréter au mieux les données qu'on a eues, puisqu'on n'a fait qu'une première interprétation. Mais malheureusement, l'essentiel du travail a été fait, mais la mission continue aujourd'hui. Et Rosetta a encore un satellite
est encore un satellite autour d'une comète, et donc les études continuent. Malheureusement, en ce qui me concerne, le travail est terminé à ce niveau-là. C'est une grande avancée pour le milieu scientifique européen par rapport notamment, je sais pas, aux Américains? Oui, c'est une grande avancée et une réussite, parce que évidemment nos collègues américains avec qui j'ai le plaisir de travailler, évidemment, ont beaucoup plus de moyens et envoient beaucoup plus de missions spatiales dans l'espace. Mais les comètes, depuis la mission Giotto en 1986, finalement, sont un peu une chaise gardée européenne, puisque Giotto a été la première mission à survoler une comète en 1986, la comète de Halley. Et donc, par cet exploit un peu technologique d'envoyer un petit module à la surface d'une comète, eh bien, l'Europe a gardé un petit peu sa prérogative sur la science cométaire. On l'a vu également sur le web, sur les réseaux sociaux, le sort de la sonde Philae a un peu ému les internautes. Il y a eu beaucoup de tweets sur justement son sort. Comment vous l'expliquez que ce petit robot laboratoire ait eu autant de sympathie? Parce qu'il a subi une aventure extraordinaire, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il a rebondi à la surface d'une comète, et il aurait pu lui arriver énormément de péripéties, c'est-à-dire repartir dans l'espace interplanétaire, se retrouver perdu par rapport à la sonde Rosetta, mais finalement, il a fini par se poser définitivement sur la comète, ce qui n'était pas forcément... ce qui était difficilement prévisible en termes de résultats, puisque, par exemple, on n'avait aucune idée de la densité de surface de la comète. Et certains imaginaient que Philae pourrait s'enfoncer dans la matière cométaire qui était très poreuse. Donc voilà, je pense que l'aventure extraordinaire, le fait que ce soit déjà une réussite technologique, une réussite scientifique, et cette aventure qu'a eu ce petit robot pendant presque 24 heures est assez porteuse, si vous voulez, d'exploits. Voilà. Une dernière question avant de nous quitter. Donc, la sonde Philae, ça c'est un peu terminé. La mission Rosetta continue. La prochaine étape, dont on va peut-être parler très, très prochainement, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Eh bien, on continue à suivre la comète sur sa trajectoire. Donc, ça va nous apporter des informations sur son évolution par rapport à sa distance au Soleil. Et puis, il a été décidé qu'on allait essayer de poser justement ce satellite sur la surface de la comète. Donc ce n'est pas un atterrisseur, on n'est pas sûr du résultat, mais si cela est un succès, eh bien on pourra acquérir encore de nouvelles informations, et notamment des images très très précises de la surface à un autre endroit d'où celui s'est posé, Philae, excusez-moi. Merci beaucoup Cyril Sopa d'avoir répondu à nos questions. Nous en savons à présent un peu plus sur le destin de Philae. Passons maintenant à un tout autre sujet. Du 19 au 22 janvier, les jeunes trappistes élisent leur nouveau conseil municipal des jeunes. 5e mandat pour cette instance créée en 2006. Elle donne aux collégiens l'opportunité de s'impliquer dans la vie locale, mais aussi d'appréhender leur citoyenneté. Sephora Namani, William L. et Patrick Jacques de Dixmude pour ce reportage. Bonjour à tous, donc vous êtes là aujourd'hui pour élire vos représentants du Conseil des jeunes. Ange Touré, candidat à l'élection du nouveau Conseil des jeunes de Trappes, propose le développement d'espaces jeunes publics, d'espaces d'aide aux devoirs ou de lutte contre le racket, ou encore la création de studios de rap. Je me suis présenté d'abord pour que les habitants de Trappes aient une meilleure vie, une vie assez agréable. 16 trappistes de 12 à 16 ans seront élus du 19 au 22 janvier pour renouveler le conseil municipal des jeunes élus pour 2 ans. Cette instance, créée en 2006 à Trappes, permet aux jeunes d'organiser sorties culturelles, actions solidaires et citoyennes, ainsi que des voyages d'études. C'est une instance qui permet aux jeunes de s'engager dans la vie locale, dans la vie démocratique. Donc c'est un exercice, ça leur permet également d'exercer leur vie en tant que simple citoyen. Changement de formule pour ce nouveau mandat, dorénavant une assemblée plénière se tiendra une fois toutes les 3 semaines pour améliorer l'organisation des projets thématiques. Bilan du conseil sortant néanmoins positif, 3 jeunes élus se réengagent. Nous-mêmes, comme on est jeunes, on sait ce que les gens aiment, ce que les jeunes de nos générations aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Donc on peut se situer, c'est aider les autres, s'investir, autant s'investir pour les autres et s'investir pour moi-même parce que je fais mes premiers pas dans ma vie de citoyenne. Une action citoyenne qui se prolonge pour certains jeunes au conseil de quartier, voire même en conseil municipal. Mais en attendant, résultat de l'élection, mardi 26 janvier à la mairie de Trappes. Culture à présent. Pour les groupes amateurs, il est parfois difficile de trouver un lieu pour se rassembler et répéter sans déranger le voisinage. Plusieurs communes mettent à disposition des salles de répétition et d'enregistrement. C'est le cas de la batterie à Guyancourt. Mickaël Elmidoro et Mélanie Poquier pour ce reportage. Alors venez avec moi, et
Boîte Atomique, groupe local, vient tous les vendredis à la batterie de Guyancourt. 3 heures de répétition chaque semaine pour ces 4 amis qui recherchent qualité et encadrement. Comme on joue du rock, comme on joue très fort, comme on joue avec une batterie ici acoustique, eh bien ce serait impossible de jouer dans un appartement, on dérangerait les voisins. Donc ici on est dans une station insonorisée, donc on peut faire tout le bruit qu'on veut, on gêne personne. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir ça. C'est tout récent, les locaux sont neufs, c'est l'idéal. Pour répéter, c'est l'idéal. Les animateurs de la batterie ont beaucoup d'expérience. Les animateurs ont joué dans des groupes, soit des groupes professionnels ou semi-professionnels. Ils ont fait de la scène, ils connaissent le milieu artistique, la composition, l'écriture, etc. Donc ils nous aident. La structure accueille une 40aine de groupes, majoritairement des habitués. Elle propose ainsi depuis 2007 3 studios, mais aussi de l'accompagnement matériel et technique. Il ne faut pas répéter n'importe comment, il y a certaines bases à avoir, une certaine rigueur si on veut progresser. On leur apprend à se placer lors d'une répétition, à s'écouter jouer surtout, voilà, à s'écouter les uns les autres. Un studio permet même d'enregistrer ses morceaux pour repartir avec sa propre maquette et pourquoi pas un jour dépasser le cadre amateur. Et toujours en culture jusqu'au 30 janvier, les médiathèques se mettent aux couleurs de la bande dessinée avec le festival La BD dans tous ses états. Expositions, rencontres et ateliers sont au programme. Samedi dernier, la médiathèque Anatole France, située à Trappes, proposait un atelier autour du manga. Encadré par un membre de l'association Keija, spécialiste du manga, les participants ont pu apprendre ou peaufiner leur technique de cet art japonais. Écoutez. L'imagination, oui, doux en dessin, non, pas forcément. Il y a des mangaka qui dessinent très mal et qui font, enfin très mal, qui ne dessinent pas très bien et qui sont un très grand succès. Par exemple, en ce moment, il y a l'Attaque des Titans, c'est un titre très très en vogue et le début est très mal dessiné et la suite s'améliore, bien sûr. Le manga, c'est de la bande dessinée, hein. C'est pas de la bande dessinée européenne, mais c'est de la bande dessinée. Et tout le monde sait que c'est de la bande dessinée qui a beaucoup de succès aujourd'hui. Donc ça correspond à des fonds qu'on prête énormément. Il y a beaucoup de demandes. Et pour finir, un mot de sport, les semaines se suivent et se ressemblent pour le Plaisir Rugby Club. Les Yvelinois ont enregistré leur 9e victoire de la saison en Fédéral 3. Les Plaisirois se sont largement imposés à domicile contre Dunkerque sur le score de 41-5. Le résumé du match est signé Mickaël Elmidoro. On ne les arrête plus. Plaisir, leader de la poule 1 de Fédéral 3 avant les fêtes, a conservé son trône. Les Yvelinois se sont largement imposés contre Dunkerque sur le score de 41-5, une démonstration collective. On a eu des séquences de jeu qui étaient vraiment magnifiques collectivement et avec des essais au bout en plus. Donc ce qui commence à bien fonctionner, c'est ça. Et là, on en est un petit peu satisfait parce que on travaille pour ça, quoi. Les Plaisirois ont pourtant bataillé en première période, le score n'était que de 14-5 à la pause. À la mi-temps, on s'est mis un petit coup de boost, on s'est dit que c'était important de montrer autre chose, de montrer un autre visage sur la deuxième mi-temps. Et du coup, chose qu'on a fait, on a resserré un petit peu tout ça sur la deuxième et ça a fait la différence sur le match, je pense. Avec cette performance, Plaisir affiche désormais un bilan de 9 victoires en 10 matchs disputés cette saison en Fédéral 3, un parcours qui devrait les propulser en Fédéral 2 l'année prochaine. Tous les dimanches, on a à cœur de prouver que on n'était pas en Fédéral 2 l'année dernière pour rien et on l'a dit, notre objectif c'est de remonter, donc il faut le prouver tous les week-ends. On reste très humble, un match de rugby c'est un match de rugby, en aucun cas on a la grosse tête. Plaisir se déplacera sur le terrain d'Évreux pour le compte de la 11e journée du championnat, une équipe que les Yvelinois avaient dominée 17-6 lors des phases allées. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Nouradine Agne pour le 7-8 Société. Au programme, comment les villes répondent-elles aux demandes croissantes d'installation de fast-food et quelles conséquences en termes d'emploi, le débat à suivre. Quant à moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition du 7-8 Le Journal. Je vous souhaite donc une excellente soirée.